produit par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Avec l'expérience du confinement, les Français ont retrouvé de l'attrait pour un peu de verdure, pour l'air pur et pour les résidences secondaires, un marché immobilier qui fait son retour après plusieurs années de désaffection. Comme pas mal de petits Français nés dans les années 80, j'ai grandi dans un univers très particulier, chargé d'une symbolique très forte et d'une certaine idée du territoire. J'ai grandi dans un lotissement. Les 10 premières années de ma vie, je les ai vécues dans un pavillon, dans une rue, un quartier où toutes les maisons se ressemblaient, juste à côté de Brest. Et contrairement à pas mal de clichés qui circulent sur la vie pavillonnaire, supposément morne, tristement classique et étroite, où on s'ennuie patiemment en attendant de rejoindre la ville, j'en garde un souvenir joyeux, idyllique presque, d'un espace préservé, rempli de gosses de mon âge, où on passait de maison en maison, où on pouvait tailler en vélo vers la forêt voisine comme dans les films de Spielberg. Au-delà de ces charmants, quoique très banals, souvenirs d'enfance, j'en ai conservé une interrogation. Comment l'habitat pavillonnaire, malgré tous les clichés négatifs qu'il trimballe, s'est imposé en France? Qu'est-ce que son omniprésence autour de nos villes signifie? Et quel avenir s'offre à lui, si tant est qu'il en est un? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ces questions, on va se les poser dès à présent, mais on va aussi se les poser tout au long de notre premier hors-série, une promenade documentaire signée Camille Jusa, Mathias Weiss et Thomas Pley, baptisée Campagne urbaine. Une série qu'on a menée en partenariat avec le PUCA, c'est le plan urbanisme construction architecture, le PUCA qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et au ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Campagne urbaine, vous pourrez la découvrir à partir du 3 octobre. Mais avant, pour ce qui nous concerne là tout de suite maintenant, ces interrogations, je les ai soumises à Marie-Christine Jaillet. Elle est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la ville et des modes de vie pavillonnaires. J'ai commencé par lui demander, quand on parle de pavillon, on parle de quoi? On utilise le terme pavillon, je crois un peu par référence aux travaux qui avaient été menés dans les années 60 par l'équipe Raymond Aumont qui avait utilisé ces formules d'habitat pavillonnaire, des pavillonnaires pour désigner les habitants des pavillons. Je pense que le terme peut-être plus juste, c'est maison individuelle, c'est-à-dire l'idée d'un logement effectivement unifamilial. Voilà. Donc il y a cette première idée. Il y a l'idée aussi que c'est une maison avec un jardin. Donc dans le pavillon, il y a un jardin. Simplement, maison individuelle comme pavillon d'ailleurs, sont des termes, on pourrait dire, génériques qui recouvrent une très grande diversité de typologies, c'est-à-dire entre la maison ou le pavillon, isolé sur sa parcelle, entouré d'un jardin, et dont on fait le tour, et puis des maisons qui sont éventuellement mitoyennes de part et d'autre, maisons individuelles plutôt en bande, pavillons en bande, entre la maison d'architecte sur un très grand terrain et puis une maison phénix ou industrielle ou industrialisée sur un tout petit terrain, il y a quand même là une diversité de situations. Néanmoins, dans tous les cas, c'est bien une maison ou un pavillon. Est-ce que c'est nécessairement du périurbain? Est-ce que ça recoupe nécessairement cette idée de périurbain? Non, parce que d'abord, dans les villes, dans toutes les villes, il y a des quartiers de maisons individuelles, pavillonnaires, sous forme de lotissement, de groupements d'habitation, qui datent du 19e siècle, qui datent aussi de la première moitié du 20e siècle, les pavillons doucheurs par exemple. Donc c'est pas simplement un attribut du périurbain. Par contre, une des caractéristiques principales de la périurbanisation, en tout cas pendant très longtemps, ça a été d'être constitué essentiellement d'un parc pavillonnaire en accession à la propriété, qui aujourd'hui s'est diversifié parce que dans l'espace périurbain, on trouve maintenant d'autres typologies de logements, des petits immeubles, etc. Mais globalement quand même, la périurbanisation, elle s'est beaucoup faite sous forme d'habitat pavillonnaire. Alors pour une raison très très simple, c'est que c'est lié au changement des politiques publiques au milieu des années 1970 où l'État
français et les politiques du logement ont décidé de faciliter, favoriser l'accession à la propriété et la maison individuelle parce que il était dit à l'époque que ce dont rêvaient les Français pour améliorer leurs conditions de logement, c'était précisément d'une maison individuelle et d'un pavillon, et que compte tenu de l'amélioration des revenus dans un contexte d'inflation à l'époque, un grand nombre de ménages français, y compris aidés, pouvaient faire l'effort de l'accession à la propriété. Voilà. Donc c'est vrai que la périurbanisation, elle se caractérise par cette typologie de logement dans la diversité, parce que entre habiter une maison individuelle dans un lotissement sur des parcelles de 200 mètres carrés ou habiter en haut d'un magnifique coteau sur 5000 mètres carrés, une maison d'architecte, on habite bien chaque fois une maison individuelle ou un pavillon. Voilà, les conditions d'environnement, les possibilités offertes par le logement individuel sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et dans les espaces périurbains, on retrouve cette très grande diversité. Alors pas au hasard, il y a des éléments qui expliquent que ça ne se fasse pas au hasard, en particulier le coût du foncier. Voilà, plus on s'éloigne des villes et des pôles urbains, plus le foncier est accessible et plus du coup les ménages plus modestes, ouvriers, employés, fraction inférieure des classes moyennes, se logent. Et quand on se rapproche des centres urbains, le foncier étant plus cher, là il y a un mécanisme de tri social. Mais c'est pas simplement une logique par couronne comme ça. Il peut y avoir une logique d'axe, il peut y avoir une logique de site, des sites de qualité paysagère à l'inverse des sites de moindre qualité. Donc quand on dit les espaces périurbains, c'est une mosaïque très complexe, où effectivement chacun peut trouver maison à sa taille, et en particulier maison en rapport avec ses revenus. Et le paradoxe, c'est qu'à la fois il y a une très grande diversité, et en même temps tout cela, quelles que soient les différences objectives dans ces conditions de logement, ont néanmoins le sentiment d'habiter effectivement un pavillon ou une maison individuelle. J'ai la sensation qu'on s'est habitué à cette grande présence du pavillonnaire autour notamment des villes, et que ce mode de vie pavillonnaire a énormément façonné, changé la manière dont était organisé le territoire et l'habitat. Je ne sais pas si c'est juste une sensation extérieure ou si ça rentre dans une réalité. Non, ça a effectivement bouleversé les paysages, ça c'est absolument indéniable. C'est-à-dire à partir du milieu des années 70, quand les politiques publiques, la réforme du financement du logement, l'arrêt de la construction du logement social HLM de masse s'opère, et quand donc on remplace ces politiques par des politiques qui vont favoriser l'accès aux prêts, aux emprunts et l'accès effectivement à la maison individuelle avec un choix pour la maison individuelle, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, il y a un processus de production de la périurbanisation qui va modifier la configuration des villes. Ça, c'est un élément tout à fait évident, au point d'ailleurs que dès les années milieu des années 80, un certain nombre de chercheurs, dont par exemple Bernard Kayser, vont parler de renaissance des campagnes, parce que cette périurbanisation, elle se fait effectivement en périphérie des pôles urbains, et elle se fait généralement dans des villages, et effectivement en recyclant entre guillemets du foncier, en particulier agricole. Et on voit bien dans ces communes-là effectivement un basculement sociologique avec des agriculteurs qui perdent le pouvoir local, qui perdent le contrôle des conseils municipaux, parce que sont arrivées effectivement de nouvelles couches salariés, les classes moyennes au sens très très large, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui dans ces années-là ont les moyens d'accéder à la propriété de leur logement, qui font le choix de la maison
individuels qui quittent le parc HLM et les villes pour améliorer leurs conditions de logement et leur environnement au prix d'un éloignement pour beaucoup du travail et au prix de déplacements effectivement domicile-travail qui vont s'allonger. Mais quelles que soient au fond ces difficultés, il y a quand même au fondement le sentiment d'améliorer ces conditions de logement. Il y a une forme là d'habitat, mais aussi une forme de mode d'habiter, de mode de vie qui est quand même choisi entre loger à 4 dans 40 ou 50 mètres carrés en ville parce qu'on veut rester en ville à proximité à la fois du travail, des équipements, des loisirs et puis sortir de la ville pour accéder à 120 mètres carrés un jardin. Beaucoup font le choix second. Est-ce qu'au fil du temps, malgré tout, on n'a pas vu s'installer une image une symbolique un peu plus négative de cet habitat pavillonnaire, dans le sens où il a pu être perçu comme incarnant une forme d'individualisme, une forme de culte de la voiture, de pas mal d'éléments de la vie qui se sont chargés de négativité au fil du temps, au fil de l'évolution des préoccupations des populations, etc., etc. Est-ce qu'on n'a pas vu aussi un léger rebasculement des valeurs de ce point de vue-là ? Écoutez, il y a un grand paradoxe. La maison individuelle, elle a jamais eu bonne presse. Dès les années 50, quand Aumont, Raymond travaillait sur les pavillonnaires, il y avait déjà traînait cette image de la maison ça me suffit. Donc c'est pas nouveau. Dans les années 70, quand ce mouvement de périurbanisation parle de mitage de l'espace, les architectes et les urbanistes considèrent globalement que c'est des espaces sans qualité, que c'est des espaces qui ne sont pas conçus, qu'il y a une espèce de laisser-faire. Donc ce sont des espaces effectivement sans qualité. Donc le processus de disqualification, il a toujours existé et j'allais dire au fil du temps, il y a des couches d'argumentation qui se sont superposées, dont les dernières sont une forme d'urbanisation qui n'est pas compatible avec les exigences du développement durable. Et puis, plus récemment, on a vu surgir aussi un discours où les périurbains voteraient mal. Donc on voit bien qu'il y a toujours eu cette espèce de discours d'invalidation. Dans le même temps, quand on regarde les projets des ménages ou les désirs des ménages, on voit bien que pour un très grand nombre de ménages, il y a cette envie de la maison, du jardin, et que ça ne s'est pas affaibli. Donc ce paradoxe-là, il a toujours d'une certaine manière existé. Il s'est probablement renforcé au moment où sont apparus aussi les effets de cette périurbanisation, engorgement des villes, surutilisation de la voiture parce qu'on est dans des espaces qui ne sont pas équipés aujourd'hui en mode de transport alternatif. Par ailleurs, on peut aussi réfléchir à la périurbanisation, organiser la périurbanisation pour qu'elle puisse aussi être compatible avec les exigences du développement durable, c'est-à-dire une périurbanisation plus économe, des modes d'organisation qui permettent de limiter le recours à la voiture, un mode d'organisation du travail qui permet d'éviter aussi les systèmes de navettes quotidiennes, etc. On voit bien qu'il y a un autre modèle possible et on peut dire que dans ce qu'on a vécu ces derniers mois, on voit bien les prémices de changements possibles. Et est-ce que justement, pour rester sur cette idée de ce qu'on a vécu ces derniers mois, est-ce qu'on ne va pas assister, alors je ne vous demande pas de prédire l'avenir, évidemment, c'est difficile à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va assister à un retour en grâce de ces espaces-là et de cette maison individuelle qu'on avait fini par dénigrer un peu globalement ? Moi, je pense que... Alors, c'est difficile
de se projeter dans l'avenir. Ce qu'on a observé effectivement, c'est qu'un nombre non négligeable de citadins ont préféré vivre le confinement en dehors des grandes villes, de l'appartement, dans un certain nombre de commentaires ou de reportages, on voit comme ça, alors des Parisiens, des Bordelais, des Lyonnais, des Toulousains, etc., jeunes couples avec des enfants, dire, oui, on vivrait peut-être mieux. Alors, dans les espaces périurbains, mais aussi dans les villes moyennes, c'est-à-dire dans un autre type de ville. Donc, on voit bien, ce que des journalistes ont appelé dans une émission récente l'exode urbain. Bon, voilà, je suis pas sûre que le terme soit bon, parce que ce processus de sortie des grandes villes vers la périurbanisation, ce qui est appelé là exode urbain, a toujours existé. On n'a jamais qualifié ça d'exode, on a précisément appelé ce mouvement-là un mouvement de périurbanisation. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ce qu'on a vu au moment du confinement se traduise par une accélération des stratégies. Voilà, ça a existé. Par contre, il y a un point qui peut changer beaucoup la donne, c'est l'expérience du télétravail. Parce que l'expérience majeure, au fond, de la période de confinement, ça a été le travail à domicile. Et on voit bien là que... Alors, pas pour tout le monde, là aussi, tout le monde ne peut pas télétravailler ou travailler à domicile, mais quand même un grand nombre peuvent travailler à domicile, en ont fait l'expérience. Et là, je pense qu'il y a un basculement possible là, parce qu'au fond, si je dois n'aller dans mon entreprise, dans mon bureau, dans ma boîte que 3 jours par semaine, la question de la localisation de ma résidence se pose dans des termes différents. Et moi, je pense qu'effectivement là, cette expérience du travail à domicile peut là favoriser des stratégies résidentielles où des ménages feront le choix d'aller s'installer, alors pas simplement dans le périurbain, éventuellement dans un certain nombre de campagnes, mais aussi dans des villes moyennes ou dans des petites villes, plutôt bien reliées par transport en commun, train par exemple, au pôle d'emploi ou aux métropoles, et que là, effectivement, il peut se passer quelque chose d'un peu nouveau. Et ne manquez pas, à partir du samedi 3 octobre, notre hors-série Campagne urbaine signée Camille Jusa, Mathias Weiss et Thomas Plé, en partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, une promenade dans la France pavillonnaire où toutes ces problématiques qu'on a évoquées dans cet épisode s'éclairent. Merci à Marie-Christine Jaillet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour notre hors-série.